Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette chronique Deck Tech sur PG C'est Gagné. Et ce soir, on vous présente un nouveau deck gagnant de la soirée des commandants. Et on a notre invité qui est Sébastien, que vous avez vu dans nos soirées de commandants. Alors ce soir, Sébastien, qu'est-ce que tu nous amènes comme deck? Je vais vous présenter Deacon Blackblade, qui est probablement le commandant qui devait le moins remporter une partie, mais qui l'a quand même remporté. Petite histoire courte, Deacon Blackblade, c'est ma carte préférée à Magic. C'est la première carte multicolore que j'ai vue à Magic, puis quand j'ai vu cette carte-là, j'ai comme fait « Oh mon Dieu! » C'est donc bien cool, une carte multicolore. Puis après ça, ben, à l'époque, en 94, ben, quoi que moi j'ai commencé à jouer en 96, là, une créature qui peut être immense à ce point-là, puis qui avait pas de défaut, là, ça valait de l'or en bas. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins extraordinaire, mais quand même, dans la game qu'on a joué, il est rentré quand même à la 8-8, il a pas été géré, il a tué un gars comme Under Damage, il a fait la job. Puis, si vous pouvez le voir, vous allez demander c'est quoi les espèces de hiéroglyphes sur la carte. C'est qu'en 2014, quand j'avais la carte, j'ai croisé l'artiste qui a dessiné la carte, Richard Kane Ferguson, qui est un artiste qui a dessiné beaucoup de cartes à Magic. Je l'ai rencontré, puis j'ai demandé d'autographier la carte, et c'est l'autographe qui m'a fait. Je trouve la carte vraiment... C'est vraiment fou comme carte, là, puis c'est sûr que, tu sais, ça fait presque 11 ans que je l'ai, puis je ne me départirai jamais de cette carte-là, là. C'est comme le trésor de ma collection, là. J'ai vraiment une grosse affection sur cette carte-là. Donc, ça, c'est mon commandant. Puis, comme mon commandant, sa seule et unique habilité, c'est que son attaque et sa défense, c'est le nombre de laines que je contrôle. Donc, c'est un deck blanc, bleu, noir de laine. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les laines du deck. Premièrement, on va commencer par très peu de basic laines. 2 swamps, 2 îles, 2 plaines. Rien de plus. La raison pourquoi, c'est que j'ai quand même quelques cartes dans le deck qui vont chercher des basic laines. Il faut en avoir un minimum. Puis, c'est ce que je pense être. Parce qu'il n'y a rien de plus plate quand tu as une laine, puis déjà sur la table, tu fais comme. Tu manques un land drop à cause de ça. Donc, je pense que c'est le minimum qu'il fallait pour s'assurer d'avoir un certain nombre de basic lanes dans le deck pour pouvoir aller les chercher quand c'est le cas. Après ça, j'ai Orzhov Basilica, Dimir Aqueduc et Azorius Chancerie qui sont 3 cartes avec des effets relativement similaires. Mais qui s'en rendent compte dans le deck pour la même raison, c'est que ce sont ce qu'on appelle des guides laines. Ils rentrent en jeu tapé. Quand ils rentrent en jeu, je retourne une laine que je contrôle dans mes mains, puis donne 2 couleurs de la couleur qui sont. Donc blanc-noir, bleu-noir et blanc-bleu. La raison, c'est qu'il y a beaucoup de laines dans mon deck que j'aimerais avoir dans ma main pour réutiliser une seconde fois. Donc c'est pour ça qu'elles sont dans le deck. Et j'ai aussi une autre carte qui est en effet similaire qui s'appelle Drummer's Cavern. C'est une laine lair. Puis quand elle rentre en jeu, je me retourne une laine dans mes mains qui n'est pas une laine. Qui n'est pas une lair, excusez. Qui n'est pas une laine. Une laine qui n'est pas une laine. Après ça, je peux la taper donner une blanche, une bleue ou une noire. Fait que j'ai vraiment 4 laines qui peuvent retourner des laines par elles-mêmes de mon jeu à ma main parce que c'est bon dans mon deck des fois de rejouer des laines. Après ça, ben, j'ai quelques cartes pour fixer ma mana. Isolated Chapel, Glacial Fortress et Drone Catacomb font partie du même set. Du même cycle de laine, sont des laines qui rentrent en jeu tapé à moins que je contrôle une basic laine d'une de 2 couleurs qui sont donc blanc-noir, blanc-bleu et bleu-noir. Puis par la suite, j'ai aussi un Shattered Sanctum qui rentre en jeu tapé si je contrôle au moins 2 laines et plus. 2 laines et plus. Donc ça, en fin de compte, j'ai quand même beaucoup de laines dans mon deck qui rentrent en jeu tapé, puis j'ai même des cartes dans mon deck qui me permettent de limiter cet effet-là. Donc, c'est bien d'avoir quand même un certain nombre de laines dans ton deck qui peuvent régulièrement rentrer en jeu des tapés. Par la suite, quand on parle de laines qui peuvent rentrer en jeu régulièrement des tapés, Vault of Champion, Sea of Clouds, Morphic Pool, 3 laines du même cycle, qui sont ce qu'on appelle les Battle Lanes. Ils rentrent en jeu des tapés à moins que, si j'ai 2 adversaires ou plus. Donc, généralement, Commander, c'est tout le temps jeu des tapés. Malgré certaines grandes langues qui disent que si on joue pour le fun, c'est pas des adversaires, mais regarde, là, on va... on dira pas qui. On dira pas qui, mais... Après ça, j'ai une Reliquary Tower, qui est une laine qui donne la colorless et qui fait que je n'ai pas de End-Size. Vraiment belle, la mienne. Oui, c'est une carte de Modern Master 3, version textless.
Puis... non, Commander Master version textless. Okay. Puis la raison pourquoi, puis j'ai une carte aussi, un effet retournant dans le deck, c'est que comme je me retourne beaucoup de laine dans mon... du jeu dans mes mains, puis que je pige beaucoup de cartes dans ce deck-là, ça arrive fréquemment que j'ai plus que cette carte dans mes mains, donc ça m'empêche de discarter à la des fois. Bon. Par la suite, Hollow Fontaine, Godless Shrine et Watery Grave, les 3 checklines du trio de couleurs correspondant. Puis par la suite, j'ai aussi Tendo Ice Bridge, qui est une laine qui rentre en jeu avec un Charge Counter, qui donne un colorless, ou que je peux la taper, ôter le Charge Counter pour donner n'importe quelle mana dans mon pool. Ça, c'est une des laines que j'aime retourner dans mes mains parce que ça peut régulièrement pas rentrer en jeu tapé puis donner n'importe quelle couleur sans te faire mal. Ce qui est quand même appréciable. Ouais. C'est l'utilité de ramener des laines dans ta main. Oui. Après ça, des chocs. Marsh Flat, Polted Delta et... Ah, c'est vrai. Je n'ai que la Marsh Flat et la Polted Delta. Puis ça, c'est une petite histoire vraiment très très drôle. Généralement, il devrait y avoir une Flooded Strand. Sauf que quand j'ai bâti le deck, je me suis rendu compte que j'avais pas de Flooded Strand dans ma collection. Donc, il va en avoir une éventuellement, mais il n'y en a pas présentement. Donc, j'ai aussi dans le deck, puis c'est pas à la place parce que c'est une carte clé du deck, c'est Jerry Step, qui est dans le même cycle que Bujukaba, qui est la carte beaucoup plus connue de ce cycle-là. Bujukaba, c'est une laine qui rend en jeu tapé, qui donne la noire, puis que quand ça rentre en jeu, c'est exilé dans le cimetière. Tandis que Jerry Step, ce que ça fait, c'est que ça donne la blanche et ça donne protection de la couleur que tu veux à une créature jusqu'à la fin du tour, le tour que ça rentre sur la table. Tu sais, quand je parle d'effets que j'aime beaucoup avoir à rejouer, là, surtout que dans le deck... Tu peux protéger, dans le fond, Dakon à ce moment-là. Oui, puis Dakon peut attaquer sans être bloqué. Aussi. Mais l'autre effet qui peut être vraiment drôle, c'est quand dans ton deck, tu as Horizon of Progress qui te permet de jouer une laine en instant. Parce que le Horizon of Progress, c'est vraiment une laine particulière. C'est tu le tapes, tu payes un point de vie, tu additionnes une monnaie de bouquet couleur que tes laines peuvent se produire, comme un peu à la Reflecting Pool. Pour 3 colorless, tu attaques, tu peux mettre une laine, peu importe le type, de ta main en jeu. Donc, tu peux mettre un Jerry Step en instant, ou même un Bujukaba en instant pour exiler le cimetière d'un autre. Puis, pour une colorless, tu attaques, tu sacrifies, puis tu piges une carte, un peu comme Horizon Canopy. Il y en a qui aiment pas trop. Après ça, une autre laine qui est vraiment très fun à retourner dans tes mains, Talon Gates of Madara. C'est une laine gate. Quand tu rentres en jeu, je peux phaser une créature. Ça donne un colorless. Pour une colorless, je la tape, je peux donner une monnaie de quelle couleur. Puis pour 4 colorless, je peux la mettre directement de ma main en jeu. Fait qu'encore là, ça peut se faire en instant. Tolaria West, qui est une laine qui rentre en jeu tapé, que je peux taper et donner la bleue, puis qui est transmute pour une colorless de bleu. Donc c'est dans ma main, je peux payer une colorless de bleu, la discarter, et aller n'importe quelle carte qui coûte 0 dans mon deck. Donc, n'importe quelle laine. Supposons que j'ai besoin d'un effet comme un Talon Gate de Madara ou d'un Jerry Step, je peux aller la chercher avec le Tolaria West sans trop de problème. Après ça, Ottawara Soaring City, une carte plus connue parce que c'est quand même relativement récent et très joué. C'est une Legendary laine qui donne la bleue, mais je peux aussi la discarter de ma main avec l'habilité Channel en payant 3 laisses sur une bleue pour retourner un artefact, une créature, un enchantement ou un Planewalker dans les mains de sa propriétaire. Ça coûte une colorless de moins activée pour chaque Legendary créature que je contrôle. Encore là, une laine avec une habilité. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est que je peux la jouer en début de game. Puis si j'ai pas une laine qui bounce plus tard, ben je peux la bouncer puis avoir un effet d'un summon dans ma main. C'est super ça. Bien pensé, bien pensé. Après ça, Cactus Préserve. Ça, c'est une carte qui est cool avec Dakon. Parce que ça rentre en jeu tapé. Encore là, comme un peu l'autre carte qu'on a vu tantôt, ça donne n'importe quelle couleur que tes laines peuvent se produire quand tu pour de la mana. Mais aussi, pour colorless, ça peut devenir une laine XX ou X égale au Combattant de Manaka sur ton Commander. Donc, dans mon deck, c'est une 6-6. C'est quand même pas mauvais parce que ça peut servir, mettons, quelqu'un wipe le board, t'as une 6-6, ça peut aider. Ou des fois, comme ça m'est arrivé dans une game, avoir un bloqueur que personne ne voit. Là. Ben, le monde sait que t'as la laine parce qu'il faut quand même pas que tu caches les affaires, là, mais tu sais, il est sur la table. Oui. Faut qu'il pense. C'est ça, Command Tower. Un classique de n'importe quel deck qui joue au moins 2 couleurs. Raffine's Tower, la trilène d'une couleur appropriée. Après Katana, ça, Arcane Sanctum. Une version moins complexe de la Raffine Tower. Ouais, elle aussi arrive taper. Et finalement, les 2 dernières laines, mais non les moindres.
Dark Depths, super bon. qui est une laine qui rentre, une Legendary Snow laine qui rentre en jeu avec 10 compteurs dessus. Je fais Pétro Colorless pour autant de compteurs, puis s'il n'y en a plus, la laine sac le camp. Et je me mets une 20-20 flingue indestructible nommée Marit Late. Sauf que tu peux aussi avoir le combat Thespian Stage. Qui fait que, en fin de compte, si la Thespian Stage devient leur Dark Depth, à cause de la règle légendaire, le Thespian Stage, tu peux le mettre au cimetière. Et quand elle est mise au cimetière comme une Dark Depth avec plus de compteur, t'as un 20-20 gratis. T'as un méritlage qui arrive en jeu. Puis faire à noter, c'est que le Thespian Stage, il conserve l'habilité quand il copie une laine. Fait que même si, mettons, t'as copié, je sais pas moi, t'as fixé tes laines dans le but de game, puis que finalement plus tard t'as besoin de quelque chose de plus méchant, ben tu peux quand même copier quelque chose d'autre. Un beau combo, ça. Et on poursuit avec les créates? Non, on va poursuivre avec un cycle de cartes spéciales. Ce sont les Model Dual Face Cards. En fin de compte, ce sont toutes des cartes qui sont d'un bord un spell et l'autre bord une laine. Ah oui. Puis ce que ça fait, c'est que si vous auriez compté les laines, j'en ai 37, ce qui est quand même faible pour un deck qui est land-based. La raison pourquoi, c'est que j'ai 6 cartes dans le deck qui sont des spells et des laines. Donc, on a premièrement Fell the Profane, qui est un instant qui détruit une créature ou un Planewalker. Puis de l'autre bord, c'est une laine qui peut rentrer en jeu taper à moins que je paye 3 vies. Puis ça donne de la noire. Oui. Après ça, j'ai la version blanche du même cycle, qui est le Witch Enchanter, qui coûte... Bon. Ouais, 2-2 qui, quand il rentre en jeu, peut être fait comme un enchantement. Ou l'autre bord, c'est une laine que ça donne de la blanche. Puis ça rentre en jeu tapé, à moins que je perde 3 points de vie. Encore là, des cartes très intéressantes à jouer en début de game, puis à se tourner de se monnaie en fin de game. Parce que ta laine, t'en as peut-être plus de besoin, mais le spell que t'as peut servir. Oui. Après ça, on a la version bleue, Sink into Stupor, qui est l'autre bord une laine qui rentre en jeu tapé à moins que tu payes 3 points de vie, qui donne de la bleue. Puis de ce côté-là, on a un spell qui coûte 3, qui retourne un spell ou un non-laine permanent dans les mains de son propriétaire. Une carte qui peut encore là donner un certain tempo à la partie. Après ça, on a une autre carte d'un autre cycle. Ces cartes-là sont des cartes qui ont hybride de leur premier côté. Comme dans ce cas-là, c'est un aura qui coûte 3 colorless, 2 blanches et ou 2 noires. Puis ça donne +2/+2 flying lifelink à la créature. Donc, sur Dacon, c'est vraiment mortel. Puis de l'autre bord, c'est une laine qui rend en jeu tapé qui donne une blanche ou noire. Puis là, malheureusement, il n'y a pas de capacité de payer 3 points de vie pour la rentrer en table. Mais c'est quand même une double laine. C'est excellent. Après ça, j'ai la version bleu-noir avec le même effet. Ouais. C'est Waterlog Teaching. D'autre bord, c'est une laine blanc-bleu qui rentre bleu-noir qui rentre en jeu tapé. Puis de ce côté-là, on a une carte qui va chercher dans mon deck pour un instant ou une carte qui a flash. Et je la mets dans ma main. Je vous dirais qu'à la base, cette carte-là n'est pas dans mon deck. Que je vais recevoir la carte qui devrait être dans le deck prochainement. Mais c'est la carte qui était dans le deck quand j'ai gagné la partie. La carte qui devrait être dans le deck, puis j'ai eu de la misère à en trouver une, c'est une Sword of Forge and Frontier. On va voir une autre carte qui est similaire tantôt, mais c'est une laine qui permet de jouer plus de laine partout. Puis c'est Jerry Shelter qui est un instant qui donne pro de la couleur que je veux à une créature jusqu'à la fin du tour. Fait que encore là, c'est bon pour protéger Dacon. Ouais. Puis de l'autre bord, c'est une laine qui rend en jeu tapé qui donne de la mana blanche. Fait que ça, toutes ces cartes-là, ce sont l'ensemble des laines que je peux avoir comme option dans mon deck. Tantôt, j'ai parlé de cartes qui peuvent m'aider à ce que toutes mes laines ne rentrent pas en jeu tapé. Bien évidemment, je parlais de Amulet of Vigor, qui est une des 2 cartes qui permettent dans mon deck que mes laines ne rentrent pas en jeu tapé, parce que ça fait que quand un permanent rentre en jeu tapé sous mon contrôle, je l'untape. Ce qui est vraiment drôle, puis ce qui a servi une des games que j'ai joué, c'est que si un adversaire joue Authoritative Consul, tu ris vraiment de lui. Parce que tous tes adversaires, leurs cartes rentrent en jeu tapé, oui, tu fais gagner des points de vie à l'autre, mais toi, au moins, tes permanents rentrent pas en jeu tapé. Après ça, un classique, Arcane Signet. Ouais. Pour avoir de la valeur de pré-couleur, quand tu as 3 couleurs, c'est pas mal un prérequis. Par la suite, le Sol Ring. Et World Map. World Map, c'est en fait coûte une colorless. Tu peux payer une colorless à sacrifier pour acheter dans ton deck pour une basic laine, ou payer 3 colorless à taper à sacrifier pour acheter n'importe quelle laine dans ton deck. Avec la variété qu'on a, ça peut être fort utile. Effectivement. Tu vas chercher celle que tu as besoin. Après ça, Tall Vessel, qui est redondant avec la Recollite Horreur, parce que ça aussi, c'est une carte qui m'empêche de ne pas discarter si requis. Après ça, Lightning Reeve donne Haste et Shroud à une carte ça, c'est vraiment bon, parce que ça, si c'est sa terre, puis que Dacon attend dans Common Zone, le monde sait que c'est une mort imminente qui peut arriver. Après ça, Celestial Armor, que j'ai joué, puis qui m'a probablement fait gagner la game de Commander, c'est un artefact
qui donne, quand tu la rentres c'est un équipement, quand tu rentres en jeu, elle s'attache automatiquement. Ce tour-là, elle donne Exprove et indestructible à la créature. Et à la base, l'équipement donne +2, +0 et Flying. Encore là, c'est un moyen de rendre Dacon très difficile à gérer. Après ça, Black Blade Reforge. Si vous avez compris, c'est l'épée de Dacon Black Blade. C'est un équipement qui donne +1/+1 par laine que je contrôle, qui s'équipe, c'est une créature légendaire pour 3, mais qui s'équipe normalement en 7. Mais ça, on s'entend que ça transforme n'importe quelle créature en monstre absolu. Oui. Donc, et Dacon s'inspire. Puis tu sais, il y a un petit peu de Vortos là-dedans, parce que tu sais, veux pas, c'est l'épée du gars. Donc, je peux difficilement pas la mettre dans le deck. Sword of Hurt and Home, c'est un artefact qui donne +2, +2 pro wide, pro green. Puis ça, ce que ça permet en fin de compte, c'est que quand la créature fait des dommages, je vais acheter dans mon deck pour une basic land. Puis je peux aussi exiler une créature que je contrôle, puis elle revient en jeu, détaper. Donc, si elle a un effet d'arriver en jeu, ou ça peut faire un pseudo-vigilance pour avoir la créature comme bloqueur. C'est quand même relativement utile. Après ça, j'ai Mithril Coat, une autre carte qui permet de rendre mon commander plus dur à tuer. Parce que c'est un équipement qui donne indestructible, qui est flash, qui quand il arrive en jeu, il peut s'attacher à une créature légendaire que je contrôle et qui donne indestructible à la créature équipée. Puis finalement, une des cartes clés du deck, Crucible of Words, ça permet de jouer les laines de mon cimetière. Ce qui est vraiment drôle avec ça, c'est que, supposons que tu as une des 6 cartes dans mon deck qui sont des modèles double face card. La façon dont le Crucible of Ward est wardé, tu peux jouer, mettons, Fel the Profane en Swamp, leur bouncer pour avoir le spell dans ta main. Parce que si ça serait maître, tu pourrais pas, mais comme c'est joué, là tu peux. Après ça, les enchantements, 3. Premièrement, Trade Routes, qui est un enchantement, un bon vieux carton. Pour une colorless, tu peux te retourner une laine dans tes mains. Puis pour une colorless, tu peux discarter une laine pour bouger une carte. Fait que c'est encore là, c'est une autre façon de pouvoir se retourner une laine dans ses mains. Puis si tu as trop de laine en fin de game, ça permet d'avoir une possibilité de piger autre chose. Retreat to Agra, qui est un enchantement, c'est la laine fall. Quand une laine rentre en jeu sur ton contrôle, ça donne +1, +0 de dead touch à une créature qui a fin de tour, ou tu peux faire perdre 1 point de vie à tous tes adversaires et gagner 1 point de vie. Donc, une façon d'aller peut-être leacher quelques points de vie à tes adversaires. Puis finalement, Blink, qui est une carte un peu particulière, mais qui est quand même pas mauvaise. Ça, c'est une carte vraiment très weird parce que c'est une saga, puis c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 3, 2, 4. Fait que la saga monte puis descend d'une drôle de façon. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que cette carte-là, le pouvoir 1, le stage 1 puis le stage 3, ce que ça fait, c'est que choisis une créature puis son propriétaire la brasse dans son deck puis investigue. Fait que ça peut vraiment gérer 2 créatures très très dures à gérer. Ça gère l'indestructible entre autres. Là. Fait que c'est vraiment pas pire. Puis l'autre volet qui est vraiment très très weird, ça crée un ange 2-2 qui a vigilance et first strike, mais que si l'adversaire joue une créature, ce n'est plus une créature jusqu'à la fin du tour. Fait que ça peut donner un token qui peut servir, mais le pouvoir que tu sers vraiment, c'est le pouvoir 1 là, pour pouvoir gérer 2 créatures en 3 tours. C'est une carte de Doctor Who avec les Alien Angels, les statues. Je sais pas si tu as suivi la série un peu. C'était particulier. Pas gros, j'ai déjà vu quelques épisodes, oui. Si j'ai la créature légendaire, j'ai effectivement le Planewalker du même nom, Daken Shadow Slayer, qui a autant de Royalty Counter que le nombre de laines que je contrôle, qui peut pour +1 surveiller 2, pour -3 créer une créature, puis pour -6 mettre un artefact de ma main ou de mon cimetière en jeu. Excellent. Après ça, Gideon Black Blade, donc lui aussi il a la fameuse épée dans ses mains. Lui, ce qui sert surtout, c'est que son +1 peut permettre de donner vigilance, lifelink ou indestructible à une créature jusqu'à la fin du tour. Puis lui-même, c'est une créature qui est quand même relativement dure à tuer dans mon tour. Puis pour -6, puis permanent. Quand c'est ton tour, hein, il devient un 4-4 indestructible qui mange pas de dommages. Et voilà. Fait que c'est ça, c'est surtout pour ok, oui, il y a un petit peu de Vortos pour jouer une carte qui a Black Blade dans le nom parce que ça va avec mon commander. Mais le fait de rendre lifelink ou indestructible une créature, c'est pas vilain. Effectivement. Puis après ça, j'ai 2 très très gros Planewalkers. J'ai probablement Kaya Intangible Slayer,
qui permet, et qui est un des rares Planewalkers qui est X-Proof à la base. Puis ce que ça permet, c'est que si la game s'étire, ça me donne des possibilités d'aller chercher une victoire parce que son plus 2 est quand même, chaque adversaire par 3 points de vie, je gagne 3 points de vie. Ça peut servir, mais il y a aussi des capacités de pouvoir piger des cartes puis pouvoir utiliser des créatures. Là. Puis la dernière carte, ben, c'est Liliana Dreadhorde General. Tout comme Kaya, le but c'est d'avoir un gros Planewalker pour pouvoir un gros Draw Engine. Là, parce que Liliana, chaque fois que j'ai une créature qui meurt, je pige une carte. Puis je peux créer des zombies ou faire sacrifier 2 créatures à tous les adversaires. Fait qu'encore là, c'est vraiment deux cartes de fin de game plus pour... Son ultimate est quand même pas vilain non plus. Là. Oui, c'est... chaque adversaire choisit un permanent qui contrôle de chaque type puis sacrifie le reste, y compris les laines. Mais j'ai jamais activé son ultimate à elle. Fait que... Ça, les quelques spells du deck, on a premièrement Final Act, qui est un petit peu le méchant frère de Farewell. C'est quand même pratique parce que ça gère les créatures, ça gère les cimetières, puis des fois, ben, ça peut gérer d'autres choses de très très weird, mais si tu pognes un deck de Planewalker, le gars peut en prendre pour son rhume. Là. Ou un deck de battle, on n'en voit pas souvent. Oui. Vampiric Tutor. Une carte de la Game Changer List, pas besoin trop d'explication. Ouais, ben, on va chercher la carte. Je suis pas un fan de... Sur le top. Ouais, c'est ça, je suis pas un fan de Tutor, mais comme j'ai certaines cartes dans le deck qui sont vraiment... Tu sais, le deck fonctionne mieux, mettons, qu'une Amulet of Vigor, là, fait que je peux me permettre d'aller... d'essayer d'avoir une chance de plus de l'avoir. J'ai Consul de Star Charts, qui est un enchantement un instant qui permet de piger. Puis plus t'as de laine sur la terre, plus l'effet est gros. Fait que généralement, c'est ce que je veux aussi. Parce que garder plus de cartes. Ouais, puis j'ai gardé plus de cartes, puis j'ai une carte de plus, je me trompe pas. Si j'ai payé le kicker. Après ça, j'ai Venskate, qui est simplement un removal. Question d'avoir quelque chose de très très simple là, pour de la gestion. Par la suite, quelques contresorts. Puis c'est des contresorts que vous allez voir, comme j'ai An Offer You Can't Refuse, puis Arcane Denial. Des counterspells qui coûtent pas cher parce que j'ai un deck qui est quand même très gourmand côté mana. Fait qu'avoir des counterspells qui coûtent pas cher pour protéger mon plan, c'est pas une mauvaise chose. J'ai aussi Void Rend, qui est un instant qui peut pas être contré, puis qui détruit un land permanent, encore là un minimum de gestion. Après ça, j'ai Damn, qui est un destructeur de créature que si je paye l'Overlord, devient littéralement un Wrath of God. C'est excellent, Dom. Parce que veux pas, avec le deck que j'ai un deck quand même contrôle, donc c'est assez normal que j'ai quand même un nombre de board sweepers plus élevé que la moyenne. Fait que j'ai aussi Spectacular Pile-Up, qui fait que toutes les créatures et les véhicules peuvent être indestructibles, puis après ça, je détruis toutes les créatures et les véhicules. C'est aussi cycling pour 2, donc c'est un autre bon board wipe. J'ai aussi Decree of Pain, qui a 2 variantes. La variante petite créature quand je cycle, et la variante je pète tout et je me remplis la main quand je paye 8. Puis j'ai Dawn Truth, parce que avoir certains spells pour protéger ton commander quand c'est une grosse patate, c'est pas une mauvaise affaire non plus. Finalement, les créatures. Taylor Engine, qui est un petit peu le backup de l'Amulet of Vigor, parce que ça fait, c'est quand une laine rentre en jeu sous mon contrôle tapé, je peux le taper ou je peux taper un non-laine permanent qui est sans contrôle. Fait que ça peut permettre d'avoir des débuts de game un peu moins arides quand j'ai beaucoup de laine en jeu qui rend l'enjeu tapé. Après ça, c'est sûr certain que c'est un deck landfall, j'ai beaucoup d'effets landfall. En voulant un des premiers, Emery Angel, 3-3 flying, puis ça met des birds de 1 flying quand j'ai un landfall. Ça, c'est plus une carte de début de game. C'est pas une carte pour gagner la partie, c'est plus une carte pour stabiliser la game le temps que ton plan s'établisse. Carte spéciale, Camise Obscura Oculus. Lui, quand il attaque, il permet de faire qu'une créature peut pas être bloquée ce tour-ci. Peu importe la grosseur de la créature. Fait que ça peut rendre un Dagon subitement imbloquable. Puis ça peut aussi donner Double Strike à une créature qui est plus petite que la première créature qui attaque. Fait que comme généralement le Dagon est très très gros, ben il y aura une autre créature qui va attaquer qui va être Double Strike avec lui. Mutated Cultiste, 1-3 de touch. Puis quand je le caste, je peux enlever tous les compteurs sur une laine, puis sur un permanent, puis je me donne une colorless pour chaque compteur enlevé. C'est un combo avec Dark Depths, une autre façon mais ça peut aussi, différentes façons, donner, enlever des compteurs sur une carte d'un adversaire, puis donner quelques mana colorless. Puis c'est un 3 de touch, mon deck est quand même relativement lent, fait que c'est pas mauvais d'avoir des petites créatures plus défensives en début de partie. Après ça, j'ai
Rezvagal of the First Brood. Gros dragon, puis lui, son pouvoir, c'est vraiment sa raison du deck, c'est vraiment son pouvoir spécial parce que quand il rentre en jeu ou chaque fois que je casse un non-créature spell, je peux donner +1, +0 et imbloquable une créature jusqu'à la fin du tour. Premièrement, je peux rendre mon Dacon imbloquable, mais aussi l'affaire, c'est que quand il rentre en jeu ou quand je casse un non-créature spell, fait que je peux le faire dans le tour d'un autre. Pour donner, tu sais, une petite entente politique, ça peut être pratique. Bien entendu. Emaya Shepherd, qui est une des plus grosses créatures du jeu avec Landfall. 4-4 flying, puis Landfall, si je retourne un non-land de mon cimetière dans mes mains, puis si c'est une plaine qui est rentrée sur la table, le non-land permanent s'en vient en jeu. Fait que ça, c'est pas vilain du tout. Après ça, j'ai Carsey Revenant, une autre créature de début de game qui est là pour gérer un peu de la partie du temps que je m'installe. Donc 3-3 Flying Death Touch Lifelink. Puis ce qui est le fun avec lui, c'est que je peux l'exiler du cimetière pour donner un Flying Counter, un Death Touch Counter, puis un Lifelink Counter à une créature. Encore là, une cible de choix pour Dacon. Après ça, Walking Atlas, qui est une des 2 cartes de mon deck que je peux taper pour mettre une laine de ma main en jeu. J'ai pas beaucoup d'accélérateurs. Bon but, encore là, c'est de me retourner mes laines dans mes mains puis de les rejouer. Fait que ça me permet de jouer plus qu'une laine par tour. Après ça, Glyph Elemental. C'est une petite créature qui gagne. Tu sais, quand je mets un landfall, elle gagne un petit compteur, mais elle est besto. Fait que je peux l'équiper, grossir les compteurs, puis si la créature meurt, ben ça devient elle-même une grosse créature. Fait que c'est comme un double trait à gérer. Vampire Mage, encore là, petite créature de début de partie qui me permet de ralentir les attaques de mes adversaires. C'est aussi un combat avec Dark Depths pour l'avoir rapidement. Ertai Resurrected, créature que je peux jouer en flash pour contrer un support puis piger une carte, ou détruire une créature puis piger une carte. Encore là, défense début de partie. Claim Jumper, j'ai quand même un certain nombre de créatures dans mon deck qui ramp. Ça, c'en est une, mais c'est quand même bizarre. J'ai autant de ramp dans un deck avec du blanc que pratiquement comme si c'était un deck vert. Lui, il a 3-3 vigilance. Quand il rentre en jeu, si l'adversaire contrôle plus de laine que moi, je peux aller dans mon deck pour une plaine, puis la mettre en jeu tapé. Puis s'il y a encore plus de laine que moi, je peux en acheter une deuxième. Ça, si la game va mal, puis ce qui est drôle aussi, c'est que je peux me bâtir mes laines, faire baisser mon monde artificiellement, pour jouer ça, puis en acheter deux gratis. Parce que, tu sais, ça peut arriver, là. C'est ça, Grappling Kraken, une autre créature que Landfall. Donc, lui, c'est quand il y a Landfall, je tape une créature, je mets un stun counter dessus. Rien d'exceptionnel, mais ça peut faire jamais la game. Sun Titan, un classique. J'ai quand même beaucoup de petites créatures, beaucoup de petits permanents, donc ça permet de les ramener. Wonderscape Sage, ça on l'a vu pendant la partie de la soirée des commandants, il a quand même resté longtemps sur la partie. Lui, il me permet de me retourner des laines pour faire draw discard, mais si la carte a un non-basic land type, je discarte pas. Puis j'en ai quelques-unes dans mon deck. J'ai des Gauge, j'ai des Lairs, j'ai des Spheres, ça arrive. Tu nous as siphonné un peu, tranquillement, pas vite avec ça, là. En retournant, par remettant ta laine, puis... Pattern of the Moon, l'habilité très rare, Offering. Je peux sacrifier un Moonfall pour réduire le mana cost de lui du casting cost du Moonfall. Puis oui, j'ai quelques Moonfall, comme lui, entre autres, c'en est un. Puis il est 5-4 flying, puis pour une colorless, je peux mettre 2 laines en jeu tapé de ma main. Fait qu'encore là, ça me permet de jouer avec mes laines. Bounce, play. Ouais. Herald of Leshrac, lui, il est pas gentil. Lui, il est 2-4 flying, il y a un cumulative upkeep, puis ça c'est vrai que tu vois ça sur une carte qui est jouée maintenant, de gagner le contrôle d'une laine. Puis il est +1 pour chaque laine que je contrôle mais que je possède pas. Puis s'il meurt, ben les laines arrivent dans leur joueur. Fait que ça peut... il est bien talent. Admonition Angel, elle landfall, j'exile la non-laine permanente tant qu'elle est sa table. Obnixilis, lui, quand je mets une laine, je peux siffler 3 points de vie à l'adversaire, puis je mets 3 plus sur un compteur dessus. Après ça, Royal Elemental, lui, je peux piquer une créature à chaque landfall tant que lui est sa table. Puis tu sais, on voit que toutes les spells de défense, là, tu sais, jouer sur Admission Angel, tu sais, protéger l'Angel ou protéger le Royal Elemental ou protéger le Royal Flashback, là, c'est pas une mauvaise game non plus, là. Non. Parce que, tu sais, exiler des vraiment chaque fois que je joue une laine, puis je peux enlever 2 ou 3 par tour, c'est pas une mauvaise chose. Voler tout le board de mes adversaires, c'est pas une mauvaise chose non plus, là. Pour ça, quelques plus petites créatures.
La seconde créature de mon deck, qui peut jouer des laines de ma main en jeu, le Poupou UFO. Après ça, Iridescent Vine Lasher, un autre carte pour faire un petit peu de damage incremental en début de game, parce que lui, quand je joue une laine, je fais un dommage à chaque opponent, mais il est offspring, fait que je peux en faire une copie puis aller faire des points de dégâts un peu partout. Weathered Referer, lui, il fait des tutors sur des laines, pas des basics, si j'ai moins de laines qu'un adversaire. Après ça, Hypnopteromancer, lui, il va chercher des laines quand quelqu'un joue une laine pas de sa main. Fait que, encore là, mais il va chercher des plaines. Mais encore là, comme j'ai beaucoup de laines qui ont, c'est des laines basic qui ont plusieurs basic land type, dont plaines, je peux aller chercher. Finalement, les dernières cartes, on a premièrement Meloku de Clouded Mirror, un autre Moonfolk, que je peux me bâtir mes laines pour mettre des tokens. Rien d'impressionnant, mais le fait qu'il peut générer beaucoup de tokens puis me bâtir mes laines vraiment facilement, ça peut activer certaines stratégies. Autre Moonfolk qui bounce, Tamishi Realty Architect. Lui, quand j'ai un ou plusieurs non-créatures permanents qui se retournent dans mes mains, je pige une carte. Fait que toutes les cartes qui peuvent retourner dans mes mains peuvent me faire piger avec lui. Puis après ça, X une blanche retourne dans une laine que je contrôle dans les mains de son propriétaire. Retourne une laine que je contrôle dans les mains de son propriétaire. Je retourne un artefact ou un enchantement de mon cimetière avec une valeur de X ou moins, ou X égale au nombre de mana que j'ai payé. Fait que je peux me bâtir mes laines pour tourner l'artefact ou l'artefact de mon cimetière. Latias Raider, une carte qui peut... Puis finalement, Oblivion Sour, parce que c'est une carte que je peux exiler des cartes top de librairie de mon adversaire pour jouer plusieurs laines dans le même tour. Puis ça, ben, comme tu as vu, ça peut être pas mauvais. Effectivement. Ouais, je comprends pourquoi tu nous as battus durant la soirée des commandants avec Dacon. Aïe, 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 c'est pas facile. Non, ben c'est ça, c'est plein de cartes un peu moins jouées, fait que c'est toujours l'effet surprise. Ouais, effectivement, puis les laines veulent pas, c'est très intéressant de voir justement le jeu de laine bonne, on joue des fois justement la laine qui a des effets particuliers. Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez ce genre de deck? Est-ce que vous avez apprécié dans le fond le deck avec Dacon, Blackblade? Yes. Alors, on attend vos commentaires. Bonne soirée. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.